bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes avec Cédric Froment en direct de l'île Maurice. Donc c'est chez toi. Tu as installé là depuis à peu près 6 mois, c'est ça? Ça fait 1 an, 1 année et demie maintenant que je suis arrivé à l'île Maurice. D'accord. Donc avec ma femme et ma petite fille, on est arrivé sur l'île, elle avait 6 mois. Et puis maintenant elle a pratiquement 19 mois, donc on s'est bien installé, on s'est bien intégré à l'île. Et c'est une très belle vie qu'on a entamée. C'est un grand virage à 90 degrés, même voire à 180 degrés. Et pour le moment, tout se passe extrêmement bien. Je suis très content de ma petite vie. Ouais. Alors explique-nous un petit peu ce que tu fais. Donc tu travailles sur la bourse, mais dans quel domaine exactement? Alors moi je suis spécialisé en spéculation à court terme sur les actions. Donc à court terme c'est de quelques jours à plusieurs semaines. C'est pas du day trading, c'est pas du scalping, c'est pas du forex, c'est pas des options binaires, c'est des actions. J'utilise pas de produits dérivés, j'achète les actions, j'achète les compagnies directement sur le marché. Je prends position uniquement sur des comportements de marché, c'est-à-dire que j'exploite des anomalies de marché en fonction du momentum à moyen terme, à long terme et en fonction de ce qu'on appelle le post-earning announcement drift. Donc c'est des trades de news. Donc tous les soirs je lance mes screeners. Quand j'ai une opportunité qui m'est retournée par ces screeners et qui est exploitable, et je place mes ordres donc en hors bourse et l'ordre est exécuté le lendemain, le surlendemain. Je fais mon petit check tous les soirs après la clôture des bourses et c'est comme ça que je suis l'évolution de mon portefeuille et que je rentre des nouvelles opportunités ou que je sors ces opportunités du portefeuille. Donc c'est en moyenne 30 minutes. En moyenne, ça. Donc quand on est dans un marché où il n'y a pas trop d'opportunités, c'est 10 minutes, et quand on est dans un marché qui est très actif, c'est plus du 30-40 minutes par soir. Donc c'est un petit peu technique, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce langage, mais grosso modo, tu travailles uniquement sur les petites valeurs, c'est-à-dire pas forcément les grandes capitalisations. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un choix personnel, j'ai pas de préférence pour les petites, moyennes ou grandes valeurs, c'est juste que mes screeners me retournent 99% des petites et moyennes valeurs, tout simplement parce qu'elles réagissent mieux pour faire de la spéculation à court et moyen terme. Quand je dis court terme, pour moi, c'est quelques jours et moyen terme, c'est quelques semaines. Chacun a sa façon de dire du court terme ou du moyen terme. Pour un scalper, du court terme, ça va être 10 secondes, quoi. Donc, c'est pour ça que je resitue. Alors c'est assez différent du day trading où là on va vraiment agir sur les actions, je dirais on reste toute la journée sur son écran. Là ce que tu fais finalement, c'est on va mettre en place une stratégie boursière où on ne va pas être forcément sur son écran tous les jours, c'est qu'on va suivre une stratégie, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait l'idée c'est de neutraliser les mauvaises émotions. Toutes ces mauvaises émotions, elles sont générées quand on est face à les écrans toute la journée. Elles sont générées quand on prend des bons trades, des mauvais trades. Ça génère en nous des comportements, des biais psychologiques et en fait ça nous empêche de respecter notre routine et surtout notre rigueur dans l'application de notre stratégie de trading. Donc la seule et unique façon à mes yeux de neutraliser ça, plutôt que d'éviter de faire 5 ans de psychanalyse ou je ne sais quoi, c'est tout simplement de ne pas s'exposer à ce genre d'erreur. Donc, il y a pas en fait, à partir du moment où on ne s'expose pas au day trading, on n'aura pas lieu de faire les erreurs d'un day trader. Donc au moins en swing trading, il n'y a aucune émotion qui est impliquée. À partir du moment où bien sûr on fait bien les choses avec un money management qui est très rigoureux et surtout qui est très sécurisant, à partir de ce moment-là, on n'a pas d'émotion et on ne fait pas toutes les erreurs qui sont liées aux émotions. Et le trading, c'est la pire des choses en bourse si on veut se laisser happer finalement par les émotions. Ouais, voilà. Le trading, c'est un révélateur d'émotions, c'est un révélateur de comportement. Et les biais comportementaux humains, ils ne sont pas forcément très en la faveur du spéculateur. Donc autant s'exposer le moins à ces mauvais biais comportementaux. Ok, mais en quoi quelqu'un qui suivrait ces stratégies
qu'est-ce qu'il va trouver finalement chez toi qu'il ne trouvait pas ailleurs? Parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui suivent des analystes, donc ils vont leur dire tiens, il faut acheter telle bourse, telle chose, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont carrément peur d'investir en bourse, qui se disent voilà, moi je préfère aller dans le livret A, de laisser mon argent à la banque que de prendre un risque. Donc quelque part, moi je te connais depuis pas mal de temps, tu es un excellent market timer. Et tu prends très peu de risques. Mais comment justement tu mets en place ces stratégies? Alors l'idée c'est surtout de ne pas suivre les conseils des autres. Donc là je vais vous donner des conseils, mais ce n'est pas vraiment des conseils, c'est surtout de mettre en place vos propres plans. C'est-à-dire quand on est face à BFM TV ou à un autre média financier et qu'on entend un expert ou un analyste nous dire il faut acheter du Apple, il faut acheter du Air France, on ne connaît pas du tout la logique qu'il y a derrière. On ne sait pas si pour lui c'est un trade qui peut être exécuté pour 1% de son capital, 5%, 10%. On ne sait pas s'il va garder, si dans sa logique, il voudrait garder la position un jour, une semaine, un an, 10 ans. En fait, on ne connaît pas tout ça. Et ça répond à sa propre logique. Et souvent, cette logique, elle est médiatique. C'est simplement, on leur demande d'exposer leurs analyses, mais elle ne répond pas à une stratégie patrimoniale. Et moi, ce que j'enseigne, c'est surtout de ne pas se fier aux conseilleurs, mais de mettre en place une stratégie patrimoniale qui correspond déjà à son état d'esprit, à son aversion au risque, parce que certaines personnes, quand elles verront baisser leur portefeuille de 5%, elles seront très stressées, et d'autres à moins 20%, ça se passera très bien. Donc une vision un peu plus long terme en fait, c'est ça? Que ce soit à court terme ou à long terme, il faut d'abord comprendre quelle est son aversion au risque et ensuite on pourra mettre en place une stratégie en adéquation avec cette aversion au risque. Alors après, si on a un tempérament à vouloir être actif sur les marchés, on va davantage s'orienter vers du swing trading. Donc, moi c'est ce que je fais, c'est mon domaine de spécialisation depuis 10 ans. Par contre, si on n'aime pas trop suivre la bourse au quotidien, on va pouvoir s'orienter vers des approches patrimoniales à moyen long terme. C'est-à-dire on va regarder son portefeuille une fois par mois, voire une fois par an, et on ne se souciera pas du reste. Oui, justement, en fait, tu proposes donc une stratégie anti-crise, hein, c'est comme ça que tu as... Moi, j'ai beaucoup aimé cette formation, et tu parles par exemple du portefeuille permanent, donc tu vas indiquer à tes clients de mettre de l'or, des obligations. Quelle est l'approche que toi tu as, sachant que voilà, on sait qu'il y a une crise qui est en train d'arriver, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle façon et de quelle ampleur, mais comment justement on peut utiliser cette stratégie pour se protéger justement? Alors là, en gros, ce qui est bien dans le portefeuille permanent de Harry Brand, c'est qu'il a réussi à diviser en 4 son capital sur 4 classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres, et quand une chute, il y en aura forcément une qui contrebalancera à la hausse le portefeuille. Donc ça signifie qu'on a un portefeuille qui va bien performer pendant les différents cycles de marché. Donc ça, c'est vraiment la base qui est très important au-delà de l'anticrise, c'est que le portefeuille en lui-même, il est bien construit. La volatilité est faible, il permet de générer des rendements réguliers chaque année, il permet de dégager un premium par rapport à l'inflation de manière extrêmement régulière, c'est très rare pour les portefeuilles. Donc ça déjà c'est une approche qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne en épargne pure, ça fonctionne. Après l'idée c'est que vu qu'on a des actifs qui peuvent être transférés sur du physique, par exemple on va avoir un quart d'or, on va avoir un quart de cash, on va avoir un quart d'obligations à long terme sur l'État et on va avoir un quart d'actions. Donc l'action ça va être un indice. Ce qu'on va faire dans le portefeuille anti-crise, c'est qu'on va essayer de réduire le risque sur chacun de ces 4 actifs. Donc par exemple sur du cash, moi si je laisse mon argent dans une grande banque française et qu'elle fait faillite, le cash il est réquisitionné et il disparaît. Donc de la même façon, si je sais pas moi, la France sort de l'euro, on se retrouve du jour au lendemain avec une dévaluation sauvage de moins 30, moins 50% sur la devise, le cash il est facturé, enfin il est relabellisé en euros, en francs euros, voilà, et du coup on perd instantanément 30 à 50% de la valeur. Donc l'idée par exemple dans le cash, la classe d'actifs cash, c'est qu'on va s'orienter vers des banques déjà qui n'ont pas un risque systémique. Donc si on a je sais pas, un par domino, on a une nouvelle crise systémique et beaucoup de banques font faillite et que l'État n'est pas derrière pour les recapitaliser, et nous on sera déjà sur une banque dans laquelle notre cash il sera pas ponctionné. Ensuite on va pouvoir aussi diversifier en
en géographie. Par exemple, en France, il y a très peu de banques, je ne sais même pas s'il y en a, qui ont leur banque d'affaires et leur banque de dépôt et leur banque de commerce qui sont séparées. Si on sort de la zone euro, on trouve des banques qui ont les deux activités séparées. Donc si l'une fait faillite, l'autre ne sera pas réquisitionnée. Le leverage ratio aussi des banques françaises et européennes est extrêmement élevé, donc elles sont à risque parce qu'elles ont beaucoup de... On est au-delà de 15 quasiment. Même sur certaines, on est à 30, plus de 25, ouais, 25, 30, c'est simple, c'est les leverage ratios les plus élevés du monde. C'est ça, même la Deutsche Bank, je crois, est un peu plus faible. Ah oui, certainement. Ouais. Donc c'est vrai que... Donc je ne vais pas citer le nom des banques françaises, mais bon, c'est pas très rassurant. Et donc il y a des banques dans le monde qui ont des leverage ratio autour de 7, ce qui est un très bon chiffre, et qui en plus vont nous permettre de sortir le cash de la zone européenne. Et la zone européenne, elle est à fort risque systémique actuellement. Donc voilà, typiquement en fait dans ce portefeuille, on va choisir chaque classe d'actifs et on va mettre en place des stratégies pour réduire le risque institutionnel, le risque d'émetteur, le risque de devise. On va simplement neutraliser tous les risques qu'il est possible de neutraliser au jour actuel aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire actuellement en 2016, c'est les solutions qui existent pour réduire au maximum le risque, tout en ayant un portefeuille correctement diversifié et qui performe. Alors moi, ce qui me plaît bien dans ton approche, quelque part, c'est que certes, tu as une dominante bourse, mais c'est appliqué à une stratégie qui est plutôt, je dirais, sécuritaire, dans le sens on sécurise le capital, c'est ce qui est un peu l'objectif. Et surtout, tu vas aller sur des actifs qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que pour un boursier ou un financier, parler d'or, c'est assez étrange. Et quand tu me parles d'or, en plus, tu ne me parles même pas d'or papier, tu me parles de l'or physique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, dans la stratégie que tu appliques, avoir une partie d'or chez soi ou dans un coffre. Ce qui est assez étonnant parce que généralement, les boursiers, les gens qui sont vraiment très développés dans la bourse vont vraiment être focalisés que là-dessus. Tu parles aussi, je ne sais pas si tu parles un petit peu d'immobilier. Pas du tout, pas dans ce portefeuille-là, mais on peut très bien ajouter une part d'immobilier. On peut très bien faire diviser son portefeuille en 5 classes d'actifs et mettre 20% sur chacune des classes d'actifs. Après, ça dépend de l'envie de l'aversion au risque qu'on a pour une classe d'actifs par rapport à une autre et par rapport aux envies de... Il y a une mouche qui nous tourne autour. Par rapport à l'envie de l'investisseur, en fait. Non, après, c'est vrai que c'est quelque part... l'investisseur, lui, va avoir une sensibilité qui est très différente selon sa propre histoire. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est ta vision finalement du risque qu'on court en Europe? Parce que si tu es venu à l'île Maurice, certainement par rapport à ce risque que tu anticipes aussi, qu'est-ce que tu vois par exemple sur les fonds en euros? On entend souvent, et moi le premier il y a quelques années, avec d'autres évidemment, on a un risque sur ces fonds en euros. Et comment ce risque sur les fonds en euros peut déstabiliser finalement tout l'édifice au niveau par exemple des assureurs, comme tu m'en parlais tout à l'heure, ou au niveau des banques? Quel est finalement l'enchaînement des choses? Parce que c'est très difficile aujourd'hui, on voit qu'il y a des risques un petit peu éparpillés. Mais quelle est ta vision globale finalement de cette crise? Alors moi c'est vraiment une vision de trader ou d'investisseur. J'ai pas du tout la vocation à être économiste. Je fais pas d'analyse macroéconomique, donc je pourrais pas t'expliquer l'effet domino qui peut arriver si les plans A, B, C, D, ou je préfère laisser ça à BFM. Mais par contre, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tant qu'investisseur, quand on pense à investir sur du fonds monétaire dans un contrat d'assurance vie, on pense que voilà, c'est sécurisé, que le fonds monétaire il va nous rapporter chaque année 3, 4 ou 5%, ça dépend des années, et qu'on a une grosse tendance vers une réduction des spreads de risque, c'est-à-dire que ça diminue d'année en année, les assureurs sont contraints et forcés de diminuer les rendements parce que tout simplement, eux, ils sont investis sur c'est-à-dire que pour vous délivrer du 3% par an ou du 4% par an, il faut que eux, ils génèrent plus derrière. Ils aillent un peu plus sur des actifs risqués. Voilà, exactement, parce que eux, ils vont garder une petite partie pour eux, ils vont vous laisser l'autre partie. Et là, il y a un risque quand on ne sait pas sur quoi eux ils sont investis et voilà, on se dit en gros, ok, moi, je fais confiance à l'assureur tant qu'il me verse les 3%. Le problème, c'est que l'assureur, lui, doit investir cet argent pour générer plus de rendement. Et si les actifs sur lesquels il a investi, votre argent,
ils font faillite ou ils chutent, il ne va pas pouvoir vous payer vos 3% par an. Et le risque là, systémique, c'est que la France fasse défaut, par exemple, que les obligations françaises fassent défaut, et que donc... Le fonds d'assurance vie, finalement, tombe. Soit bloqué. Exactement, parce que tout simplement les fonds monétaires sont constitués en partie d'obligations françaises. Alors dans les fonds obligataires, hein, j'ai appris récemment qu'il n'y avait pas que des obligations françaises non plus, il y a aussi de l'immobilier, il y a des actifs à risque, mais il y a une grosse pondération d'obligations françaises et donc le risque de défaut il est majeur, puisque la France elle est on va dire potentiellement en situation de faillite actuelle. Donc tant que l'édifice européen... ces recettes aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que ses charges. Exactement. Quelque part. Et tu disais justement l'Europe, quelque part, elle est en train de vaciller parce que la France et l'Allemagne ne sont pas forcément sur le même plan. Et après, j'imagine qu'il y a des raisons aussi politiques. Ouais, alors chacun a sa propre vision des choses. On partage globalement le même process, mais toi, enfin, voilà. Ouais. Chacun, en fait, l'idée quand on investit, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de se dire c'est le scénario A, B, C ou D qui va se passer. L'idée, c'est simplement de se dire quel que soit le scénario qui se passe, je veux que mon portefeuille s'en sorte bien et que j'ai un rendement de temps, et que si tout se passe mal, je ne veux pas perdre plus de temps. Et quand on est conscient des risques d'un portefeuille financier et de sa propre aversion au risque, là on peut commencer à faire du placement en épargne financière ou de l'immobilier, mais de manière vraiment intelligente. C'est-à-dire on peut mettre en place un plan, une stratégie patrimoniale qu'on va pouvoir maintenir à long terme parce qu'elle colle avec notre personnalité. Quelque part, tu gères aussi en fonction du risque, et c'est un peu ta force aujourd'hui, c'est qu'il y a des probabilités et des risques. Et donc, quelque part, tu vas pouvoir, en gérant, en minimisant le risque et en essayant d'intégrer les probabilités, tu sais que finalement tous les scénarios sont couverts, et au final, ça donne quand même du rendement sur le long terme. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, si l'État fait défaut, la France fait défaut, que les obligations françaises, elles valent zéro, et bien tout simplement l'or va tellement contrebalancer à la hausse la situation actuelle que le portefeuille, lui, il va rien perdre, et même il va gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une pondération, quand on a une gestion patrimoniale, il faut avoir une pondération cohérente. Et quand on vous dit détenir 5% d'or, c'est juste une assurance, c'est vrai. L'or en soi est juste une assurance, ça ne verse pas de dividendes, ça ne verse pas de coupons, enfin bref, ça ne verse rien. Ça ne rapporte rien, comme on entend souvent. Ça ne rapporte rien. Mais par contre, ça contrebalance la mauvaise volatilité du portefeuille. C'est le gros intérêt. Les fameux, on va dire, si on prend 25% d'or dans son portefeuille, le jour où tout le reste tombe, les 25 deviennent 100. Donc au final, le risque est complètement géré. C'est aujourd'hui un peu l'erreur, je pense, de beaucoup de monde, c'est d'écarter certains actifs comme l'immobilier, comme l'or, et qui sont très performants soit en déflation, comme c'est le cas aujourd'hui, soit en hyperinflation, ce qui pourra aussi être le cas plus tard. Et une action, on voit que c'est un actif, mais un actif qui est relativement volatile, quoi. Donc aujourd'hui, ta spécialité, c'est ça. Aujourd'hui, quelle est... Ma spécialité, c'est pas de prôner la fin du monde. Hein. Non, non. En fait, ma spécialité, c'est le swing trading. Par contre, j'ai des problématiques que tous les investisseurs ont. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si le système s'écroule? Je trouve des solutions, je mets en place un portefeuille anti-crise planétaire. Qu'est-ce que je fais pour avoir des rendements, on va dire, au-dessus de la moyenne avec un portefeuille long terme? Je vais me poser les problématiques pour générer du rendement sans avoir une mauvaise volatilité dans le portefeuille. C'est ça, mais moi je ne parie pas 100% de mon épargne à long terme sur le portefeuille anti-crise planétaire. Par contre, il y en a c'est vraiment une deuxième stratégie que tu mets en place. Voilà, exactement. Qui répond à un souci. En fait, je pense pas qu'on aura une fin du monde, hein, du système économique. C'est que financier en même temps. Ouais. C'est jamais bien grave.
Mais moi je pense pas qu'on va assister à ça, hein. Mais je préfère m'en prémunir, on sait jamais ce qui peut arriver, donc au moins voilà, le portefeuille il est fait, ça prend 5 minutes par an à rééquilibrer, et puis après on n'y pense plus. Alors justement là tu es en train de préparer un nouveau produit sur finalement l'investissement bon père de famille, donc en essayant finalement de passer beaucoup moins de temps à gérer et surtout avoir quelque chose d'automatique. Peux-tu nous en parler un petit peu ou c'est encore confidentiel? Oui. Non, c'est pas confidentiel. Je vais même te donner carrément le modèle du portefeuille. Alors en fait, j'ai une fille et je me suis dit bon, il faut que je lui transmette quelque chose, un savoir-faire qu'elle puisse elle récupérer et appliquer directement dès qu'elle sera en âge de pouvoir le faire. Donc j'ai réfléchi à la problématique, j'ai analysé un peu ce qui existait dans le monde de la finance. Je suis tombé sur l'un des meilleurs gérants de hedge funds au monde qui s'appelle Ray Dalio. Et ce mec-là, en fait, il a monté un trust familial dans lequel il gère toute l'épargne de sa famille et ça à long terme. Et il a une stratégie qu'il appelle All Weather qui commence à être pas mal. On en parle par tout temps, quoi. Voilà, enfin on en parle pas mal sur internet maintenant. C'est une excellente stratégie. Pourquoi? Parce que comme tu dis, c'est par tout temps. Donc il a une pondération d'actifs qui est bien définie. Il est très diversifié, donc pour un investisseur particulier c'est compliqué à mettre en œuvre ce genre de stratégie. Par contre on peut la simplifier et la mettre en œuvre quand on est particulier. La pondération concrètement c'est on va mettre 15% de matières premières, non 7,5% de matières premières dans le portefeuille, 7,5% d'or, on va mettre 40% d'obligations long terme dans le portefeuille et 30% d'actions. Là on a le portefeuille qu'on appelle All Weather, et chaque année, une fois par an, on va le rééquilibrer. Et ça, quand on fait la simulation sur 20 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, lui il a testé cette stratégie pendant l'hyperinflation allemande, il a testé cette stratégie aussi pendant la Grande Dépression de 1930 aux États-Unis, et il s'avérait que cette stratégie a extrêmement bien tenu la route, alors que tous les autres modèles de portefeuille étant en mode catastrophe. Le portefeuille anti-crise planétaire, il est axé sur le même genre de concept de diversification que le portefeuille de Ray Dalio. C'est pas tout à fait les mêmes actifs et pas tout à fait la même proportion, quoi. Mais ce sont les deux meilleurs modèles de portefeuille, en tout cas qui existent à ma connaissance, pour gérer son épargne, quel que soit le cycle économique. Et le portefeuille de Ray Dalio, c'est davantage une épargne financière pure, le rendement est plus intéressant, la volatilité est aussi plus faible. Et donc ce portefeuille, je l'ai pris pour base. Je l'ai développé avec mes propres outils pour créer une stratégie qui sera bien sûr plus performante, puisque c'était mon objectif, et qui allait aussi beaucoup moins de risques. C'est-à-dire que là où le portefeuille All Weather il va partir à moins 15% pendant la crise de 2008, le modèle de portefeuille que j'ai mis en place, donc bon père de famille, il ne dépassera pas les moins 6,5% dans ce que j'ai testé, et il aura un rendement moyen annuel autour de 10%. Donc c'est pour ça bon père de famille, parce que la mauvaise volatilité, elle reste très faible, et les gains ils sont toujours intéressants. Et c'est très adapté finalement pour avoir une épargne pour des enfants par exemple qui ont du temps. Et d'accord. Ok, écoute, je te remercie. On aura l'occasion de se revoir, peut-être plus par Skype, parce que je vais peut-être pas venir tous les jours à l'île Maurice. En tout cas, c'était un plaisir d'être ici avec toi, et à très bientôt. Ok, merci. Au revoir. À bientôt.